Kinshasa, Félix-Antoine Tshisekedi qui veut que la République démocratique du Congo soit un pays fréquentable et une destination privilégiée des investissements, poursuit son périple diplomatique et a choisi cette fois-ci la Belgique pour sa première visite officielle en Europe. Avant de s'envoler pour Bruxelles par l'aéroport international d'Ndjili, lundi 16 septembre 2019 à 10h locales, le couple présidentiel a été salué par quelques autorités urbaines, tant civiles que militaires. Pendant son séjour de travail à Bruxelles, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à la normalisation des relations d'amitié et de coopération bilatérale entre Kinshasa et Bruxelles, du reste en dents de scie depuis quelques années, devra rencontrer ce mardi les autorités belges, dont le roi Philippe et le Premier ministre belge, la diaspora congolaise de Belgique et les responsables de la Chambre du commerce belge. Ce qui justifie, sans nul doute, dans la suite présidentielle, une forte délégation de la FEC, Fédération des entreprises du Congo. Le président de la République pourra aussi effectuer le déplacement d'Anvers, où il devra visiter les grands ports d'Anvers, le centre d'expertise des diamants et le centre international de la médecine tropicale. Selon les sources diplomatiques, après la Belgique, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu à New York, aux États-Unis d'Amérique, où il devra participer pour la première fois à l'Assemblée générale des Nations Unies, la 64e du genre. Question de faire entendre du haut de la tribune du Palais des Verts la voix de la République démocratique du Congo. Le président de la République attendu fiévreusement en Belgique par la grande communauté congolaise, les relations bilatérales entre les deux pays au menu, la crème politique et intellectuelle de la RDC en parle largement. Suivez. Nous voulons que cette gouvernance soit une gouvernance d'espoir. Et l'espoir, c'est aussi renouer les relations avec nos partenaires, comme la Belgique. Et si le président se déplace, nous espérons et nous souhaitons que ce soit vraiment pour que le Congo reprenne sa place au niveau international. Le président ne se déplace pas inutilement. Qu'on sorte ça de la tête de toutes les personnes qui pensent que le président va en villégiature. Il ne va pas en villégiature, le président se déplace pour des raisons d'État, pour des raisons de bénéfice de notre pays. Quand le président fait des tournées, c'est pour trouver des solutions pour un pays. Ce n'est pas pour lui-même, il fait pour nous. Je crois qu'il est utile qu'il s'y rende, que ce qui avait été dérangé dans nos rapports puisse être restauré, que la coopération reprenne entre les deux États et c'est important pour notre pays. Nous espérons que le président revienne avec un agenda fourni pour l'intérêt du peuple congolais et pour le développement de son pays. Je pense que c'est pour raviver encore nos relations avec le Royaume de Belgique. Je pense que ça sera positif. Nous pouvons attendre vraiment de bonnes choses, surtout dans ce qui concerne la coopération. Et la coopération à plusieurs niveaux, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de secteurs dans la coopération. Nous pensons vraiment que nous pouvons attendre beaucoup. Beaucoup de choses, vous savez, nous avons beaucoup d'intérêt avec la Belgique, notamment dans le domaine minier et de la culture. Parce que tous nos patrimoines sont logés là-bas. Je pense que le président de la République va y penser et songer à réhabiliter, à rapatrier notre patrimoine culturel et minier. Je crois qu'il est important qu'à l'heure où la RDC affiche l'ambition de réoccuper la place qui lui revient dans le cercle des nations, il est important que nous ayons des relations beaucoup plus affirmées, beaucoup plus apaisées entre nous et nos partenaires traditionnels. Il va dans un pays en officiel, dans un pays où il a vécu comme étudiant et comme père de famille et tout ce que vous voulez du point de vue professionnel. Et aujourd'hui, il va comme président de la République. Je crois que ce lien affectif qu'il a déjà avec la Belgique va beaucoup lui servir. Et les Congolais lambda qui suit de près ces rapprochements entre Bruxelles et Kinshasa a également un point de vue à émettre. La rédaction de la RTNC a fait le tour de la capitale pour en parler avec la population quinoise. Suivez. La Belgique nous a colonisés. Par ricochet, la Belgique nous connaît mieux que les Européens tout entiers. Si la coopération peut revenir dans ce pays et que les rebelles reviennent pour essayer de relever l'économie du Congo, c'est une bonne chose. Quand il y avait la coopération belge, tout était bien.
et dans beaucoup d'autres secteurs, comme je vois ici l'Institut supérieur des techniques ici, ISPT, c'était pour les Belges qui reviennent, même l'Institut de la Gombe, technique de la Gombe, donc qui reviennent. Ça serait une bonne chose. Et les opérateurs économiques belges qu'on ne voit plus ici, qui peuvent revenir. Regardez dans 80 ans ce que les Belges ont fait du Congo. Le Congo était une terre incultivée. Et après 80 ans, ce que nous avons fait dans 50 ans, nous avons plus régressé. En 1960, le Congo était au même niveau que le Canada. Le Congo était plus que la Corée du Sud. Est-ce que ces deux pays, nous pouvons nous mesurer à ces deux pays? Les Sud-Africains venaient se soigner ici au Congo. Hein? Quand les Belges nous ont cédé le Congo. Je ne pense pas. Les Belges ont fait un grand travail ici. On commence même à se poser des questions. Ma génération se pose des questions. Pourquoi nos grands-parents ont-ils cherché l'indépendance? C'était pour faire du Congo la risée du monde. Non, il faut que les Belges reviennent. Nous attendons la reprise de la coopération avec la Belgique. Souvent on les appelle sont des locaux, ce sont eux qui nous ont colonisés, ils ont appris à parler français. Pour nous, les contacts des chefs de l'État à l'extérieur sont très bénéfiques pour les pays dans plusieurs domaines. C'est une très bonne chose dans la diplomatie. Nous n'avons pas de compte à rendre à la Belgique. Nous sommes un pays souverain. Le voyage du chef de l'État serait important, soit Belgique dans le cas de la coopération au moins que Nyongo na biso Belgique azanango oye asala ebele a construire mboka na e au moins que no ya ko futa ba Nyongo na biso mais na attente mo Belgique asala net président que Lucas ni na wa que Lucas kuna. Chaque fois qu'il se déplace, c'est pour des questions prioritaires et d'urgence. Vous savez très bien ce qui s'est passé avec le régime passé. La Belgique, vous savez ce que la Belgique voulait de la RDC. Hein? C'est pourquoi la coopération s'est arrêtée. Mais si cette coopération-là, la population n'en profite pas, je pense que même le nouveau président, lui aussi, il peut couper cette coopération. Si ce n'est pas au bénéfice de la population. On en vient maintenant à l'ouverture de la session essentiellement budgétaire au Parlement. D'abord à la Chambre basse qui va examiner en première lecture le projet de loi des finances 2020. Bernard Bodo, Posien Tichungu et Sylvie Moembo pour le compte rendu suivant. La session ordinaire de septembre qui s'est ouverte ce lundi est la deuxième du genre de l'année après celle de mars 2019. Dans son discours d'ouverture, la présidente de l'Assemblée nationale a expliqué le contexte socio-politique caractérisé par les actions menées à la Chambre basse du Parlement en vue de la consolidation de la démocratie. L'honorable Janine Mabunda Lioko a salué l'avènement du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilukamba suivi de son investiture consécutive à l'approbation du programme. Session essentiellement budgétaire, a précisé l'honorable présidente. La session ordinaire qui s'ouvre aujourd'hui sera donc consacrée à l'examen et au vote du projet de loi des finances de l'exercice 2020. À cet égard, j'invite le gouvernement ici présent à déposer dans les meilleurs délais au bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi des finances de l'exercice 2020 et avant l'examen de cette loi, le projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances de l'exercice 2018. Cette diligence permettra aux deux chambres du Parlement de les adopter avant la fin de la session en cours. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a insisté sur les priorités en termes d'action à entreprendre d'ici 15 décembre 2019, date de la clôture de la session. En attendant que le gouvernement nous transmette les projets de loi qu'il juge urgents pour la mise en œuvre de son plan d'action, notre Chambre va poursuivre l'examen des arriérés législatifs. Il s'agit d'une part de textes déjà adoptés en première lecture par le Sénat et transmis à notre Chambre pour examen en seconde lecture, et d'autre part, des textes dont l'examen se poursuivait encore au sein de certaines commissions permanentes, sans négliger les initiatives législatives de certains de nos collègues députés. Il a été en outre recommandé aux députés nationaux de déposer les rapports de leurs vacances parlementaires reprenant les difficultés de tous autres recueillis à travers leur circonscription électorale dans le respect de la séparation des pouvoirs. Notre souhait est donc que le contrôle parlementaire
débouche à la moralisation de la vie publique, qu'il ne soit plus une formalité, en vue de veiller à la répartition équitable des richesses et à l'utilisation optimale des ressources nationales dans le budget de l'État. C'est à cela que nos compatriotes apprécieront le travail qu'ils attendent de leurs élus. Ceci renforcera enfin la confiance entre les élus et leurs électeurs. Si jusque-là, les institutions d'appui à la démocratie traînent avec leur rapport annuel, la présidente de l'Assemblée nationale a exhorté la Commission électorale nationale indépendante et la Commission nationale des droits de l'homme à tout mettre en œuvre pour s'acquitter de cette obligation devant la représentation nationale. Les élus du peuple qui viennent de perdre l'un de leurs en la personne de l'honorable Veno Chipasa, un moment de recueillement a été observé en la salle des congrès du Palais du Peuple. Justement, l'adoption et l'exécution du budget ne doivent plus être une simple formalité, un rituel annuel sans contenu et sans conséquence sur la vie des populations, mais plutôt une expression de leur attente. Propos du président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, au cours de la cérémonie d'ouverture de cette session ordinaire essentiellement budgétaire. Et Jenny Dada-Chavani. Cette première session ordinaire du Sénat après l'alternance pacifique au sommet de l'État était ouverte par le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, en présence de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, et du représentant du chef de l'État, son directeur de cabinet, Vital Kamere. C'est pour la première fois que la présidence de la République est invitée à l'ouverture de la session ordinaire de la Chambre haute du Parlement. C'est en application des articles 115 de la Constitution et 82 du règlement intérieur du Sénat que je procède ce jour à l'ouverture de la première session ordinaire de la Chambre haute de septembre 2019. Cette session présente un caractère particulier en ce qu'elle s'ouvre dans un contexte post-électoral marqué par la tenue, le 30 décembre 2018, des élections pluralistes qui ont permis une alternance pacifique et civilisée au sommet de l'État. Alternance qui a été une leçon de démocratie donnée par notre pays à travers le monde. Ces élections ont permis le renouvellement des animateurs des institutions provinciales et nationales de la République. Comme cette session intervient après l'alternance pacifique, il a saisi l'opportunité pour saluer les acteurs de cette alternance. Je salue ici pour leurs attitudes et leur profond sens patriotique et de responsabilité. Son Excellence le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que son prédécesseur, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour avoir procédé à cette mutation historique pour notre pays. Cette session, prévue pour 3 mois, est essentiellement budgétaire. Elle permettra aux sénateurs de voter les budgets de l'État pour l'exercice budgétaire 2020. Le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, a à cet effet invité les sénateurs à user de la rigueur pour examiner et adopter le budget de l'État qui sera présenté incessamment aux 2 chambres par le Premier ministre. De réaliser son programme d'action. J'attire votre attention sur le fait que l'adoption et même l'exécution du budget de l'État ne doivent plus être une simple formalité, un rituel annuel, sans contenu et sans conséquence sur la vie des populations, mais plutôt une expression de leurs attentes. Alexis Thambwe Mwamba a émis le vœu de voir la décentralisation servir de levier au développement des provinces. C'est ici qu'intervient le souci et la nécessité d'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation. Cette caisse, qui a pour mission de financer des projets et programmes de développement en vue d'assurer la solidarité nationale et de corriger le déséquilibre de développement entre les provinces, est importante à mesure.
Il a par ailleurs rappelé son souci de moderniser le Sénat et de faire en sorte que le Sénat devienne le garant de l'équilibre des pouvoirs et des provinces. Comme le Sénat est la Chambre des sages, son président a invité tous les sénateurs à travailler dans la convivialité. Et à l'issue de l'ouverture de cette session ordinaire, essentiellement budgétaire, quelques élus du peuple se sont exprimés au micro de nos reporters. Suivez. C'est un travail sévère qui va pouvoir se faire parce que le peuple attend beaucoup de nous, et du gouvernement et de nous les parlementaires. Nous allons nous mettre au travail dès ce soir déjà pour être sûr que le peuple va trouver son compte dans le discours que Madame la Présidente vient de déclarer tout à l'heure. Un discours vraiment exhaustif qui a ramassé toute la situation et qui nous donne même l'image de l'avenir politique du pays. J'ai été émerveillé par sa position et d'insister pour que le gouvernement qui se met au fur et à mesure à place puisse faire diligence pour transmettre la loi des finances ou mieux ce projet au niveau de l'Assemblée nationale pour que sans tarder, nous comme députés nationaux, nous puissions nous atteler à l'examiner rapidement et doter notre pays d'une loi de finances pour l'année 2020. C'est une session essentiellement budgétaire, mais également nous allons essayer pendant cette session de faire aussi le contrôle parlementaire. Il y a plusieurs propositions de loi, surtout dans le cadre de la production locale ou des transactions locales. Ces lois vont protéger le peuple congolais dans le cadre de la consommation de produits qui viennent de l'extérieur ou de produits qui sont fabriqués dans notre pays. Donc cette proposition de loi sera déposée bientôt sur le bureau de l'Assemblée nationale. Et nous espérons que tout en état une session spécialement budgétaire, et nous pensons que les autorités compétentes pourront, tout en respectant, en suivant les mots de Madame la Présidente, j'espère que la population de l'Est et toute la population congolaise pourront bénéficier des effets de ce nouveau gouvernement. La Présidente a appelé le gouvernement à déposer diligemment un budget qui répond au slogan « Le peuple d'abord ». On attend donc voir comment le gouvernement va répondre à ce budget et va donner des questions à la population congolaise. Un discours qui était vraiment approprié par rapport à la situation que traverse la République démocratique du Congo. Il n'y a pas très longtemps, on a mis en exécution la gratuité de l'enseignement primaire. Je pense que ça, c'est quelque chose qui touche directement au social des Congolais. Comme vous savez, nous sommes les représentants des provinces. Les sénateurs sont les représentants des provinces. Et donc, nous allons tout faire pour veiller à ce que les intérêts des provinces soient respectés lors de la confection finale de ce budget. Mes impressions sont bonnes. Le président a exhorté les sénateurs à la présence, à l'assiduité et surtout à réfléchir pour la caisse de péréquation qui peut permettre le développement. Parole contre parole, l'affaire des 15 millions de dollars américains fait parler d'elle pour couper court aux spéculations sur les propos du collectif des avocats qui se réclameraient du président de la République et qui aurait exigé la démission pure et simple du directeur de cabinet du chef de l'État, Joseph Mukendi. Président du dit collectif est clair, ces propos n'engagent nullement sa structure, a-t-il déclaré. Il est au micro de Blaise Boko Kiasonza. Vous voulez avoir votre réaction? Le collectif des avocats a un seul porte-parole, c'est moi. Ce collectif ne s'est jamais réuni, n'a jamais pris une position sur un problème politique, ce qui n'est d'ailleurs pas son rôle. Et l'avocat qui est intervenu, bien sûr, avait été appelé au collectif pour un mandat précis, mais n'a reçu aucun mandat. L'opinion qu'il a donnée, c'est son opinion personnelle et il est seul à en assumer la responsabilité. Mais je demande publiquement qu'un collectif du président de la République se soit réuni pour demander la démission du directeur de cabinet. Des chantiers un peu partout dans le pays, d'autres sont arrivés à terme, certains sont en cours. Eh bien, les vice-premiers ministres, ministre en charge des infrastructures, travaux publics et réhabilitation, a présidé une réunion d'évaluation de ces chantiers. C'est un commentaire d'Erudis Kitutu.
Après le tout premier conseil de ministres présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures, Travaux publics, Willy Ngopos, s'est mis au travail pour booster son secteur qui est un facteur de développement. Pour ce premier contact avec les responsables des différentes structures de son ministère, Willy Ngopos a voulu en savoir un peu plus sur l'évolution des travaux en cours d'exécution. Chacun d'eux a présenté une fiche de projet, un rapport des réalisations des travaux et bien entendu les difficultés rencontrées. Au cours de ce premier contact, le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures Travaux publics, a rappelé à ses hôtes l'importance que le chef de l'État accorde aux infrastructures. Il nous a fait part des attentes de la haute hiérarchie et comment nous devons traduire cette attente en action sur le terrain. Et chacun de nous a été instruit en ce qui le concerne pour prendre des dispositions en conséquence et qu'il y aura un suivi qui sera fait au niveau du ministre sur le terrain pour se rendre compte de l'effectivité de la mise en œuvre de ces recommandations. Et nous aussi, nous allons faire de notre mieux pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse apporter toute son expertise pour la réussite de ce programme, pratiquement le programme des 100 jours. Des mesures ont été prises au cours de cette réunion, notamment l'accélération des travaux 24 heures sur 24 et la main-d'œuvre locale doit être suffisante pour la réalisation de tous les travaux dans le délai imparti. Et c'est communiqué de l'Office de voirie et drainage de la ville de Kinshasa dans le cadre de la réhabilitation de la route de Kimwenza, tronçon compris entre l'avenue Bypass et la gare de Kimwenza. La direction provinciale de l'Office de voirie et drainage de Kinshasa informe tous les usagers de cette artère qu'elle procède de ce lundi 16 septembre 2019 au démarrage des travaux et par conséquent la dite artère sera fermée au trafic de 8h à 17h et ce pendant un mois. Par la même occasion, la direction provinciale de l'OVD, de l'Office de voirie et drainage de Kinshasa, s'excuse des désagréments et demande l'accompagnement des autorités tant civiles, policières que militaires pour cette mission. Communiqué signé par la direction provinciale de l'OVD, Gilio Kisosa Sengue, le sous-directeur technique. La libéralisation plutôt du secteur des assurances, on en parle également dans ce journal et cela contribue énormément à augmenter les recettes publiques. Les opérateurs économiques privés dans la plupart qui sont dans ces secteurs et quelques-uns ont tenu un point de presse cet après-midi. Joël Ungeza. Le jeudi 28 mars 2019, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA annonce l'octroi d'agréments et autorisations à une première vague de 6 sociétés privées pour l'exercice des activités d'assurance et de courtage d'assurance en RDC. Fini alors le monopole étatique instauré depuis 1967 pour un marché très attractif pour une population estimée à près de 80 millions d'habitants. Un gage d'une économie tournée vers la modernité. Nous pensons que l'assurance est une activité qui a un impact très fort sur tous les autres types d'activités économiques d'un pays. Vous savez que les banques, par exemple, qui financent l'économie, ont besoin des dépôts pour financer l'économie. Et vous savez que dans tous les pays du monde, l'assureur, enfin le monde de l'assurance est en tout cas le premier déposant du système bancaire et aussi du système financier de manière générale. L'ambition ici pour ces investisseurs est de contribuer au développement socio-économique du pays. Une économie avec effet d'entraînement sur la vie de la population. Nous serons présents sur tout le marché des produits non-vie. C'est-à-dire, on va partir de l'assurance du petit appartement à l'assurance de la grande usine, en passant par l'assurance du bateau, par l'assurance des responsabilités civiles, par l'assurance aussi des transports. Bref, nous allons nous étendre sur un marché fort potentiel qui est celui de la RDC.
La rentrée scolaire effective, en même temps la gratuité de l'enseignement de base. Par ailleurs, une précision détaille la dite gratuité concerne les 6 années de l'école primaire et non les classes de 7e et 8e année. Précision du ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et technique, Willy Bakonga, qui a effectué ce lundi une ronde dans quelques établissements scolaires de la capitale. Anastasie Doumbou et Jean-Pierre Chibango. C'est pour s'assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire et de la gratuité de l'éducation des bases que le ministre d'État de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga Willima, son vice-ministre Didier Boudimbu, ainsi que le ministre provincial de l'éducation, Charles Mbutamutu, ont effectué une descente dans 3 provinces éducationnelles de Kinshasa. Le président de la République, chef de l'État, a donné une vision. Il a donné une ambition courageuse qui met d'abord au centre de tout, de toute son action, l'enfant congolais. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, nous, en tant que gouvernement, nous ne pouvons que venir et nous ne pouvons que nous approprier et matérialiser cette vision-là. Et c'est ici, d'ailleurs, le lieu de rappeler à l'inspection générale de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour remplir sa triple mission. La mission de former, la mission de contrôler, la mission d'évaluer notre système éducatif. En ce qui concerne la gratuité de l'enseignement de base, une précision détail du ministre d'État, Willy Bakonga Willima, cela touche les 6 années de l'école primaire. La 7e et 8e année ne sont pas concernées. La gratuité de l'enseignement n'est pas synonyme de l'éducation des bases jusqu'au 8e année. Nous avons pris une étape, nous avons pris les choses d'un bout et nous sommes en train de progresser. Nous avons pris d'abord les primaires jusqu'au 6e année primaire. Puisque si nous prenons 7e et 8e, là nous sommes déjà à l'école secondaire. Donc l'école secondaire n'est pas encore concernée par la gratuité. Il faut qu'on se comprenne. Il faut que les parents comprennent ça une fois pour toutes, que le secondaire n'est pas encore concerné. Il faut que les parents payent le Minerval, puisque là, ce n'est pas encore supprimé. Le ministre d'État et son adjoint, un homme de terrain, affichent cette volonté de ne pas se contenter des rapports de leurs collaborateurs. Les descentes sur le terrain seront permanentes. Et puis cette bonne nouvelle, pas de nouveaux cas de la maladie à virus Ebola enregistrée dans la ville de Goma. Nous sommes dans le Nord Kivu. Eh bien, le ministre d'État en charge de la santé, le docteur Eteni Longondo, est arrivé sur place, accompagné du docteur Mouyembe. On en parle dans ses commentaires. Dès sa descente, le ministre de la Santé, Eteni Longondo, est d'abord passé par un checking de routine. Il s'est fait screener par les contrôleurs commis dans la surveillance des cas d'Ebola. Accompagné du secrétaire technique du comité multisectoriel de riposte de la maladie à virus Ebola, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, il était accueilli par le ministre provincial de la Santé, Moïse Kanyerere. Ils ont ensuite tenu une séance de travail, question de faire le suivi et l'évaluation de la situation au-delà des avancées enregistrées. Vous avez vu dernièrement, le président de la République avait ordonné qu'on puisse avoir une cellule sur place ici à Goma, et c'est ce qui se fait. La cellule commence à démontrer le résultat, et nous avons la baisse en incidence et puis la baisse en mortalité. Avec le Premier ministre qui m'a aussi encouragé de venir voir ici et puis lui faire rapport. S'est entretenu avec une délégation conduite par l'ambassadeur du Canada. Les questions abordées au cours de leur rencontre concernaient notamment l'épidémie de la maladie à virus Ebola, la couverture de la santé universelle, la certification des médecins, la réforme en santé, ainsi que les infrastructures. Sur un autre chapitre, c'est la délégation de la Banque mondiale qui était au portillon du ministère de la Santé. Le volet de la nutrition était longuement débattu. La malnutrition dégage des indicateurs alarmants en République démocratique du Congo. Une situation longtemps inquiétante vu le train de vie des
population congolaise. En présence du directeur du programme national de nutrition, le gouvernement de la RDC, via le ministère de la Santé, veut donc s'y mettre pour améliorer nettement la situation d'une alimentation saine et équilibrée pour la population congolaise. Une formation médicale de type moderne vient de sortir des terres dans la ville de Lubumbashi. C'est le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula, qui a procédé à son inauguration. C'est un reportage de la RTNC Haut-Katanga. Suivez. En matière de santé, la RDC pourra bien compter sur l'expertise canadienne pour faire face à d'autres nations. Pour leur 6e année d'implantation, cette firme vient de construire le 4e centre d'excellence en diagnostic médical à Lubumbashi, après les 3 autres centres construits à Kinshasa. La cérémonie inaugurale s'est déroulée ce samedi 14 septembre 2019 au 5e niveau du bâtiment intelligent de cette structure hospitalière. Avec une dimension internationale, le centre médical Diamant est le 7e à travers le monde depuis la création de la technologie canadienne en 1994. Plusieurs personnalités venues du Canada, Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi ont assisté à cette cérémonie en présence du gouverneur de province du Haut-Katanga, Jacques Kabula. Avoir le soin de qualité au pays à un coût abordable pour mettre fin au voyage à l'étranger et diminuer les taux de mortalité, tel est l'objectif d'implantation de cette structure, a souligné le directeur général. Le centre médical Diamant n'est pas comme tout autre centre. Le centre médical Diamant suit le concept des centres d'excellence. Pour ces centres d'excellence, la même technologie pour pallier au problème des voyages pour santé en Afrique du Sud, ou en Europe, ou en Inde, ou en Chine. L'ambassadeur du Canada, accrédité à la République démocratique du Congo, était représenté à cette cérémonie inaugurale par le consul, qui a d'ailleurs salué les partenariats gagnant-gagnant entre ces deux pays. Pour lui, cet investissement reflète l'importance que le Canada donne à la RDC dans le secteur de la santé. La présence de chacun de vous à cette cérémonie atteste également de l'importance, de l'étendue et de l'envergure qu'occupe le groupe Diamant dans le secteur de la santé en RDC. Avec l'inauguration de ce centre, je tiens à partager ma satisfaction avec vous et témoigner ici de l'importance que le Canada accorde aux échanges entre nos deux pays. Malgré un environnement des affaires rendu difficile par des défis pourtant surmontables, comme le déficit en infrastructure, plusieurs de nos entreprises et gens d'affaires contribuent au développement de la RDC dans un partenariat gagnant-gagnant. La présentation du personnel soignant, composé des médecins congolais de la diaspora et du pays, et quelques médecins canadiens, a clôturé cette cérémonie. Pour rappel, le centre Diamant est situé à l'immeuble infinitif 1034 sur l'avenue Kilé-Balanda à Lubumbashi. Et ces communiqués du ministère des Droits humains, il est demandé à tout Congolais vivant au pays ou à l'étranger, ainsi qu'à tous les expatriés qui ont choisi la République démocratique du Congo comme seconde patrie, de rapporter en temps réel à l'administration du ministère des Droits humains auprès de nos représentations provinciales ou diplomatiques des cas de violations de droits de l'homme dont ils auraient été victimes ou témoins oculaires. Ces dénonciations peuvent aussi être rapportées auprès des instances judiciaires compétentes, au ministère de la Justice et Garde des Sceaux, aux offices de parquet, à la police nationale ainsi qu'aux antennes des divisions provinciales des droits humains qui, à leur tour, sont priées de le faire savoir aux différentes structures du ministère des droits humains pré-rappelées. Il est souhaitable de signaler pour chaque cas rapporter si une prise en charge judiciaire a été assurée ou pas de façon satisfaisante. Ceci permettra au gouvernement non seulement de garantir la protection des droits de nos compatriotes et des étrangers vivant sur notre sol, mais aussi de tout mettre en œuvre pour rétablir les victimes dans leurs droits tels que prévus par la Constitution et tous les instruments juridiques internationaux auxquels notre pays a souscrit. Un communiqué signé Maître André Lité ACBA,
ministre des Droits humains. Espèce rare protégée qui vit qu'en République démocratique du Congo, eh bien l'okapi, ces ruminants des forêts équatoriales d'Afrique, vit depuis 2 ans dans un zoo au Japon, lui qui, selon certaines études, s'acclimate difficilement en dehors de son espace de vie naturelle. L'Institut congolais de la conservation de la nature et les zoos du Japon ont signé un partenariat. Les précisions dans ces reportages de Marthe Mangazakala la suivent. Dans le cadre d'échanges scientifiques d'espèces pour la conservation des biodiversités entre les zoos de Yokohama au Japon et l'ICCN, le DG Cosma Wilungula souligne que ce partenariat va aider le Japon à comprendre les niveaux d'effort des Congolais pour la conservation de la nature. Le secteur qui nous intéresse, nous, dans le cadre de cet ICAD, c'est que le Japon, pour une première fois, il y a 2-3 ans, venait d'acquérir maintenant le premier okapi. Il a survécu et il est encore là. Il fait aujourd'hui une des très grandes attractions touristiques. Et vous verrez que dans le projet des Jeux Olympiques 2020, en fait, le Japon mise beaucoup sur cet animal-là. Nous pensons qu'il y a suffisamment d'opportunités d'affaires que la conservation. C'est un pays qui a été suffisamment meurtri, mais qui s'est relevé et qui a besoin de bien conserver sa biodiversité, malgré la dégradation qu'on a connue au Japon. Donc on peut bien s'accompagner mutuellement et avoir l'échange d'expérience avec ce pays-là. Quel partenariat existe-t-il entre l'ICCN et l'Office national du tourisme? La conservation a développé énormément d'autres activités. Ce qui fait qu'en réalité, on ne pourrait pas avoir beaucoup plus de temps à concentrer à la promotion. C'est ce qui a justifié chez nous la création de l'ONT. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui fait la promotion de cela et qu'il y ait quelqu'un qui fait la conservation. Nous avons des attractions touristiques. L'ONT vend les attractions touristiques pour amener beaucoup plus de touristes. Mais l'industrie touristique est unique. Il n'y a pas d'industrie touristique sans la conservation et sans la promotion. À présent, cette question, où en est-on avec le protocole de Montréal qui interdit l'usage des principaux produits responsables de la destruction de la couche d'ozone, elle qui nous protège des rayons ultraviolets? Eh bien, le 16 septembre, l'humanité célèbre la journée de la protection de la couche d'ozone. Les ministres de l'Environnement, Claude Nyamugabo, interpellent justement le responsable de la dégradation de la couche d'ozone. Suivez. Chers compatriotes, pour cette année, le thème retenu est amélioration de la santé humaine et 32 ans d'existence de la Convention de Vienne. Je salue la responsabilisation de la communauté mondiale tout entière dans les efforts consentis pendant 32 ans d'existence de la Convention de Vienne, exprimés en une lutte dont le résultat est palpable par le rétablissement progressif de la couche d'ozone. Ce résultat est le fruit du succès de cette convention qui regroupe environ 176 États, dont la République démocratique du Congo, États engagés dans l'élimination de la réduction des émissions des différents gaz susceptibles de détruire la couche d'ozone et de contribuer ainsi au réchauffement de la planète. C'est l'occasion pour moi de rappeler particulièrement à tous les opérateurs impliqués dans l'importation, la gestion, la commercialisation, l'utilisation ou la manipulation des substances appauvrissant la couche d'ozone, notamment le gaz communément appelé fréon, utilisé dans la climatisation et la réfrigération, y compris les formateurs des techniciens en froid et climatisation, les législateurs et autres acteurs de la réglementation, les contrôleurs des services publics, la nécessité de pouvoir assurer le maintien de la planète dans un état de fraîcheur et de salubrité. Je voudrais donc saisir l'opportunité que m'offre la célébration de cette journée pour saluer vivement la gouvernance environnementale qui a permis que soit ratifié pour le compte de notre pays l'accord de Paris sur les changements climatiques.
S'agit-il d'une occupation anarchique sur le terrain en face du palais du peuple? En tout état de cause, le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabwilou, a suspendu les travaux sur ces sites. Les patrons de l'urbanisme a également tenu une réunion d'orientation avec les services sous sa tutelle. Edith Chala nous en parle sur ces images de Guilhem Mukunga. Les travaux entrepris à côté de la tribune sur le boulevard Triomphal ne respectent pas les normes et sont illégaux. Le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabwilou Mukala, ne s'est pas fait prier. Sans attendre, il les stoppe sans autre forme de procès. Je me devais de passer ici pour dire à ces amis qui construisent d'arrêter les travaux, le temps que mes services puissent les inviter au ministère, les entendre, de manière à ce que nous puissions réagir utilement. Mon travail, et je crois que vous avez suivi le discours du Premier ministre à l'Assemblée nationale, vous suivez tous les jours l'intervention du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Je dois être très regardant sur tout ce qui concerne les intérêts de la République. Auparavant, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, avait réuni l'administration de son ministère pour des orientations nouvelles. Une main de fer dans un gant de velours, les directeurs et chefs des divisions l'ont bien compris. Pius Mwabwilou a amicalement mais très fermement dit ce qu'il pensait et surtout ce qu'il attend des directeurs sous la conduite du secrétaire général. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le Premier ministre et surtout notre peuple attendent de moi des résultats. Vous devez m'aider à les atteindre, a dit le ministre d'État avant d'accorder 48 heures à chaque directeur pour lui faire un état des lieux complet. Sommairement, chaque directeur s'est présenté et la rencontre s'est terminée dans une ambiance bon enfant. Le Zimbabwe et la RDC, une histoire commune, un passé commun dans la lutte contre l'impérialisme. Robert Mugabe, panafricaniste, laisse un héritage pour l'Afrique. Lors de ses obsèques, le président de la République de la RDC a dépêché sur place les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et les ministres. Nancy Odia. L'Afrique a perdu une des dernières figures de sa décolonisation, le nationaliste ami de la RDC, Robert Mugabe, ancien président du Zimbabwe. Décédé à l'âge de 95 ans le 6 septembre dernier, la République démocratique du Congo était bien présente aux funérailles organisées pour rendre des hommages bien mérités à l'illustre disparu. Parmi la centaine de délégations de haut niveau, on a remarqué la présence du vice-premier ministre congolais de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, représentant personnel du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi. Un autre membre du gouvernement dont la présence est également signalée, il s'agit du ministre d'État à la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Maître Pépin Guillaume Manjolo. Après la signature du livret d'or, le moment a été propice pour le chef de la délégation, Gilbert Kankonde, de rappeler les relations excellentes qu'entretiennent les deux pays depuis 2 décennies. La RDC a accueilli cette nouvelle avec une profonde tristesse. Le président de la RDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui aurait dû être personnellement présent ici, nous a chargé, le ministre d'État chargé de la coopération internationale, de l'intégration régionale, M. Manjolo Pépin, ici à mes côtés, moi-même, pour nous associer et compatir avec l'ensemble du peuple zimbabwéen. La RDC n'a pas oublié l'immense rôle qu'il a joué, la stabilisation de notre pays et de son unité. Maître Pépin Guillaume Manjolo a saisi l'occasion pour louer le combat de Mugabe qu'il a eu à côtoyer lors de grandes rencontres africaines. J'ai gardé un souvenir particulier, je m'en souviens que lorsqu'on a eu les sommets de la SADC en 2010 en Namibie, donc à la suite de la RDC qui avait la présidence, la Namibie reprenait la présidence. C'était un moment magique où il a retracé toute la situation de l'Afrique australe, ce qu'on appelle les Freedom Fighters et la ligne de front. Donc j'ai gardé un souvenir mémorable d'un enseignant, d'un philosophe, de quelqu'un qui a compris l'Afrique avant beaucoup d'autres, qui nous a indiqué la voie de la dignité et de la souveraineté. Le président honoraire de la RDC, Joseph Kabila Kabange, ainsi qu'une forte délégation d'officiels congolais ont aussi fait le déplacement de Kinshasa pour rendre hommage à ce digne fils de l'Afrique. Justement, puisqu'on parle de Joseph Kabila, le président honoraire de la RDC, des hommages rendus par l'Afrique tout entière et parmi ses personnalités présentes à ses funérailles à Harare,
figure le président honoraire de la RDC, Joseph Kabila Kabange, Jacques Moukaleng Makal. D'éminentes personnalités africaines ont rendu le dernier hommage au tribun de la cause africaine, Robert Mugabe, héros national du Zimbabwe. La cérémonie funèbre qui a eu lieu au stade de Harare samedi 14 septembre 2019 a eu toute la solennité voulue vu la grandeur de l'événement. Une salve de 21 canons a donné du relief aux funérailles. Le recueillement s'est déroulé normalement sous la chapelle ardente. En tête, le vieux routier de l'Union africaine, le Dr Kenneth Kaunda, suivi de Sam Nujoma de Namibie et bien d'autres invités de marque en file indienne, et le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, qui, par sa présence, a rendu hommage à ce grand homme de conviction Robert Mugabe, l'icône qui portait en elle l'œuvre colossale cimentée en Afrique et en République démocratique du Congo durant des décennies. Le président honoraire de la RDC a conduit une forte délégation congolaise aux obsèques. Elle était constituée de l'ambassadeur Mawapanga, l'honorable Jeannette Kabila, le coordonnateur du FCC Kayabin Karoubi et Jean-Charles Okoto, tous deux cadres du FCC, l'ambassadeur Kazadi Nyemwe et le général Olenga. Dans la foulée, il a célébré les qualités de Mugabe et rappelé la verte jeunesse à la responsabilité de poursuivre le combat. Definitely, I believe that all has been said in the very many speeches. En effet, c'est ce que je viens de dire. Il n'y a pas lieu de passer sous silence le président Robert Mugabe lorsqu'on parle de l'histoire du continent africain, de même que la République démocratique du Congo. Je crois fermement que le président Mugabe reste un monument de l'histoire de la République démocratique du Congo, ainsi que celle de la région, surtout pendant la période des troubles et de résistance contre l'occupation de notre pays. J'exhorte personnellement les Zimbabwéens, jeunes comme vous, de poursuivre la lutte de Mugabe. Ce qu'il faut retenir, nous avons eu de bonnes relations avec le régime Mugabe. Keep up the struggle that he stood for, and especially young people like yourselves, keep up the struggle and of course the principles that he stood for. Retenons que cette première visite de l'ancien président démontre la stabilité des institutions de la République démocratique du Congo après la passation de pouvoir au sommet. C'est la fin de ce journal, le 20h de ce lundi 16 septembre 2019, réalisé par Bijou Katarissi sous la coordination d'Angèle Mabiala Landou. Merci de l'avoir suivi.